Voilà, donc bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette nouvelle webconférence. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, le sujet traité est un sujet d'une certaine gravité, néanmoins important de traiter dans vos entreprises. Et si on pouvait prévenir les risques psychosociaux en temps réel? Évidemment, éclairer ce sujet. Et pour ce faire, je suis aujourd'hui... Attendez, est-ce que ça passe? Alors, j'ai un petit souci pour les slides. Voilà, ça y est, souci réparé. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné de Daniel Kiestrac. Daniel est partenaire d'Amplitude. Il est par ailleurs psychologue comportementaliste et par ailleurs féru de technologie. Donc, la double compétence. Daniel a essentiellement exercé en entreprise depuis un certain nombre d'années. Et donc, ça lui confère une approche concrète et opérationnelle de ce sujet. Daniel, j'ai une première question. Dans le titre, je vois, en ce qui me concerne, deux mots importants, risques psychosociaux et temps réel. Alors, évidemment, tu vas éclairer tout ça par la suite. Est-ce que tu pourrais juste peut-être expliquer pourquoi temps réel, dans un premier temps? Temps réel, parce qu'en fait, en général, les systèmes de prévention sont plutôt basés sur de la formation, sur de la vigilance, mais très peu de cas remontent, alors qu'il y a beaucoup plus de cas potentiels, en tous les cas, à risque potentiel. Nous, notre système permet en temps réel, c'est-à-dire au jour le jour, à la minute près, de savoir par business unit, dans l'entreprise, par type de risque psychosocial, par niveau de risque, etc. Donc, d'avoir une vision complète et permanente, en temps réel, en live, sur l'ensemble des risques psychosociaux. On va ensuite détailler tout ça et vous montrer comment ça se passe. Et donc, cela aboutit naturellement à un tableau de bord opérationnel pour la RH, la DRH, qui permet, et aussi dans certains graphiques, sont souvent ou transmis, ou l'entreprise nous demande de faire un tableau de bord spécifique aussi pour les IRP. Donc, c'est un outil à la fois de discussion, c'est un outil de mesure qui est assez précis, et c'est un outil de prévention parce qu'il permet réellement de prendre des mesures au moment où il faut les prendre. C'est-à-dire, par exemple, un burn-out, par exemple, on le voit arriver lorsque il y a une décompensation majeure, quand on est vraiment dans le burn-out, tous les signes préalables, ce qu'on appelle les signaux faibles, ne sont pas détectés. Nous les détectons et nous pouvons prévenir donc ces risques-là. On va voir tout ça. J'ai oublié de vous préciser que vous pouvez naturellement poser des questions par chat. Si c'est des questions d'ordre technique, j'entends pas bien ou ça passe pas bien, Annie fera un plaisir de vous répondre. Sinon, bien entendu, avec Daniel, nous prendrons vos questions et vous répondrons soit en live, soit à la fin de la conférence. Alors, Daniel, très bien. De quoi vas-tu nous parler précisément dans cette webconférence? Alors, d'abord, on va effectivement parler des risques psychosociaux et les définir, d'autant plus que ces risques font l'objet d'une législation en France et d'une réglementation européenne. Les chiffres clés, quelques chiffres clés généraux, les risques juridiques, etc. Puis on va venir à la présentation elle-même du système de prévention Amplitude et BPS, donc, qui est un système dans les entreprises qui fonctionne très bien aujourd'hui, puisque ça fait déjà pratiquement 7 ans que ça fonctionne, pour les premières mises en place. Et le système a été amélioré avec Amplitude, donc, puisque maintenant, on a un système de détection beaucoup plus précis sur le harcèlement sexuel, par exemple, ou sur les addictions, notamment l'addiction numérique, qui pose de gros problèmes aujourd'hui dans les entreprises. On a aussi des systèmes à la fois de prévention, à la fois de mesure, et à la fois ensuite de plan d'action avec Amplitude. Donc, les premières questions apparaissent. Alors, la question l'a posée, on va y répondre au cours de cet échange, quel est l'outil de mesure utilisé. C'est l'outil VPS, c'est notre outil en fait. On va le détailler tout à l'heure. On va le détailler tout à l'heure. Alors, démarrons par le premier point. C'est quoi les RPS? Ça recouvre quoi? Alors, les RPS, très rapidement, parce que je pense que c'est assez connu aujourd'hui, ça couvre naturellement tous les risques liés d'une part au stress. Alors, le stress, c'est quoi? C'est la stimulation, c'est les réponses de l'organisme aux stimulations qu'il ne sait pas gérer. Donc, le niveau de stress d'un individu dépend à la fois de la capacité qu'il a à gérer son environnement
ou les stimulations qu'il reçoit dans l'entreprise comme dans la vie privée. Et ce niveau de stress, au-delà d'un certain niveau, naturellement provoque un certain nombre d'inconvénients et de déconvenues. Et donc, notamment, ça peut aboutir à des pathologies, bien sûr, ça peut faire partie d'un certain nombre de pathologies, mais en même temps, ça fait partie du sous-bassement d'un grand nombre de risques psychosociaux. Alors, donc, c'est important à la fois de le mesurer, mais de savoir comment il est géré, parce qu'un même niveau de stress peut être facile à gérer pour une personne et très difficile pour une autre. Et les stratégies qui sont utilisées pour diminuer notre niveau de stress ne sont pas les mêmes non plus d'un individu à l'autre. Donc, tout ça, on le mesure. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement sexuel. Le harcèlement est l'un des cas les plus importants dans les entreprises. En nombre, en tous les cas, c'est le nombre de cas que nous avons à traiter le plus souvent. Peut-être juste un arrêt là-dessus. Je rappelle que depuis l'arrêté de septembre 2018, de la loi dite loi Schiappa en France, ou Schiappa, je ne sais pas comment on dit exactement, les entreprises de plus de 250 salariés ont pour obligation de mettre en place des référents au harcèlement sexuel, sujet qu'on traite effectivement par cet outil, mais également d'une autre manière. Voilà, c'est juste un éclairage que je souhaitais apporter de manière complémentaire. Exactement. Notre outil permet non seulement de détecter, mais en même temps de préparer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de questions qui sont posées qui permettent de savoir s'il s'agit vraiment d'un cas que l'on pourrait éventuellement qualifier de harcèlement sexuel ou s'il s'agit simplement d'une idée. Parce que dans beaucoup de cas, une personne qui frôle une autre à la photocopieuse, ils se connaissent depuis 20 ans, il l'a frôlé une fois parce qu'il est passé à côté. Ce n'est pas du harcèlement sexuel et ça, le système le détecte naturellement. Donc, le harcèlement sexuel fait partie effectivement des préoccupations, au même titre que les addictions dont on parlera un peu plus tard aussi. Les incivilités, bien sûr, le burn-out est très difficile à détecter dans les entreprises avant qu'il ne survienne réellement, c'est-à-dire qu'il y ait une décompensation majeure. Et donc là, non seulement on les détecte, on les traite, puisque quand on parle de temps réel, ça veut dire que nous, à la fois nous détectons et en même temps, on est en contact avec la personne qui a fait état, qui est victime en tous les cas, ou qui pense être victime de ces risques psychosociaux, de manière à l'accompagner et ensuite à l'orienter. Alors le burn-out, la dépression, bien sûr, la dépression est une pathologie qui ne fait pas partie uniquement des risques psychosociaux, c'est une pathologie à part entière. Les humiliations, la souffrance au travail, à la fois physique et psychologique, puisqu'on parle souvent de TMS, par la souffrance physique, mais il y a aussi la souffrance psychologique qui est peut-être très importante. D'ailleurs, même sur le plan, en dehors des RPS, sur le plan des pathologies, lorsque on fait des thérapies de couple, la violence psychologique est aussi dangereuse que la violence physique et aussi répréhensible. Parce qu'en fait, on peut pousser par la violence psychologique, par les humiliations, etc., une personne au suicide. Il y a déjà plusieurs cas de suicide dans ce domaine-là. Donc la violence psychologique est quelque chose d'extrêmement important qui est souvent un petit peu sous-estimé. Voilà. Et puis, naturellement, les violences au travail. Alors, tout dépend un peu des cas. C'est vrai que dans les entreprises logistiques, dans la sous-traitance automobile, par exemple, on a des cas réels de violence physique au travail, donc qui sont traités dans d'autres types d'entreprises. On en a un petit peu moins, notamment dans les services, mais ce sont des cas qui arrivent plus souvent que ce que l'on croit. Donc, c'est l'ensemble de ces états, de ces situations que peut détecter cet outil-là. On va un petit peu plus sur le stress. Parce que le stress, on en parle souvent, on est tous plus ou moins stressés dans une vie professionnelle en général. On parle même de stress positif, pas forcément négatif. En quoi peut-il révéler une situation à risque? Alors, le stress, bien sûr, no stress, no productivity. Il n'y a pas de productivité sans stress. Mais c'est vrai que le stress est une réaction normale de l'organisme. Un niveau de stress minimum est utile parce que c'est ce niveau-là qui nous fait bouger, c'est ce niveau-là qui nous fait avancer. Il y a des facteurs de stress endogènes et exogènes. Endogènes, c'est des facteurs qui sont, liés à l'entreprise, et exogènes, ou à la vie familiale, etc. Mais exogène, ça veut dire qu'il est lié à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, en 2013 à peu près, 2013-2014, on a eu des cas de stress très importants dans les entreprises qui fonctionnaient bien, dans lesquelles la QVT était très, très bien notée. QVT, donc qualité de vie au travail. Très bien. Tout à fait. Donc, c'est très, très bien noté. Les relations entre collègues étaient sympas, mais la situation économique était tellement
mal perçue qu'elle jouait énormément sur le niveau de stress, le niveau d'angoisse. Et beaucoup de personnes se disaient, l'entreprise fonctionne ça, mais jusqu'à quand? Est-ce que, bon, pour l'instant, tout va bien, tout le monde est sympa, l'entreprise gagne de l'argent, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'en fait, les facteurs exogènes exerçaient une pression très importante sur les individus. Ensuite, il y a la perception du stress et les seuils de tolérance. Chacun d'entre nous avons une perception de ce qui nous stresse de façon un petit peu différente et des seuils surtout de tolérance différents. Il y a quelquefois, je prends un cas tout simple, dans l'actualité par exemple, quelqu'un qui est harcelé comme juridiquement, que ce soit justifié ou non, je ne sais pas, mais en tous les cas, comme Bernard Tapie, fait face à un niveau de stress que beaucoup de gens ne pourraient pas vivre. Et il y fait face. Donc, il y a des individus qui sont mieux armés que d'autres pour faire face au stress. Donc, et l'impact naturellement négatif ou positif peut s'exercer sur la vie personnelle, sur la santé, sur l'efficacité au travail, sur le sentiment de prise en compte dans l'entreprise, etc. Donc, la perception du stress et des seuils de tolérance, c'est important. Puis après, il y a des conséquences. Il y a des conséquences objectives et affectives. Objectives sur le niveau de sentiment, comment dirais-je, sur la somatisation, sur la baisse comment dirais-je, de la tonicité, par exemple, la baisse de la productivité, mais aussi sur le plan affectif, sur le feedback que l'on a, professionnel, personnel. On est stressé, on est un peu moins bien aussi à la maison, donc ça peut générer aussi dans la famille. Parce qu'en fait, beaucoup de RPS, notamment en ce qui concerne les dépressions, notamment en ce qui concerne les niveaux de stress, notamment en ce qui concerne le manque d'affirmation de soi et la sensibilité à l'humiliation et à la sensibilité au harcèlement, tout ça a une application aussi dans la vie personnelle. Il n'y a pas de barrière, comme s'il y avait un mur, comme le mur de Berlin, entre la vie personnelle et la vie de l'entreprise. Les deux, dans ces domaines-là, en tous les cas, sont assez liés. Puis après, il y a les compensations. On a tous des stratégies de compensation. On est stressé, eh bien, certains font du sport. Moi, je fais du squash personnellement, c'est quelque chose qui me déstresse bien. Là, il y en a qui font des voyages, qui ont des stratégies qui leur permettent le temps de se détendre. Avec ils font du yoga, etc. Bref, on a à un moment donné une façon de gérer le stress, c'est-à-dire Amplitude a aussi des stages de formation sur la gestion du stress, donc qui permet de compenser le stress. Maintenant, encore une fois, le stress est nécessaire à la vie, c'est-à-dire que c'est une réaction naturelle de l'organisme aux situations qui l'entourent. Quand il sait les gérer, le niveau de stress est normal, il est acceptable, il permet d'avancer. Quand il est trop fort, alors il peut être inhibiteur, c'est-à-dire nous empêcher d'agir ou avoir des conséquences encore plus néfastes sur la santé. Alors, ulcère à l'estomac, déclenchement de cancer. Beaucoup de cancers se déclenchent au moment, dans des situations de stress, un divorce par exemple, le décès d'un conjoint ou d'un proche. Ce sont des éléments déclencheurs. Ça veut dire que le terrain n'était pas favorable auparavant, mais le déclencheur, à un moment donné, est dépendant du niveau de stress. Voilà. Merci pour ce focus sur le stress, parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont on parle énormément. Alors, en quoi et surtout pourquoi l'entreprise doit s'intéresser au stress de ses collaborateurs? Alors, le stress est un élément qui est sous-jacent d'un grand nombre à la fois de pathologies, mais à la fois de risques de psychosociaux, notamment le burn-out. Le stress augmente parce que la personne est en surcompensation, et puis à un moment donné, effectivement, il y a une dépression majeure, une décompensation majeure qui peut être très très grave, qui peut aller jusqu'au suicide, parce qu'à un moment donné, cette surcompensation, elle craque, et puis à ce moment-là, la personne est complètement démunie. C'est le niveau de stress qui a augmenté, qui à un moment donné est arrivé à un niveau trop élevé. Pareil sur le harcèlement plutôt moral, sexuel. Le harcèlement est quelque chose qui est très stressant pour la majorité des gens. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a des gens qui sont harcelables et d'autres qui ne le sont pas. Malheureusement, les harceleurs savent très bien qui est harcelable et le détecter très rapidement et très rapidement couper les ponts pour cette personne, l'aider à couper les ponts avec son entourage affectif, ses soutiens, de manière à l'avoir à sa merci. Il y a toute une stratégie de harcèlement. Alors, il y a le harcèlement, je dirais, naturel, qui est dépendant d'un certain nombre de pathologies, stéroïdes, etc. Mais il y a aussi le harcèlement qui fait partie un peu pervers, qui fait partie du fonctionnement de l'individu. Et le harcèlement, on voit dans la majorité des cas,
ce ne sont pas les managers qui harcèlent leurs collaborateurs. La majorité des cas, c'est des collaborateurs entre eux qui sont victimes de harcèlement et qui harcèlent leurs collègues. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est simplement un problème de hiérarchie, de classe, etc. Pas du tout. C'est quelque chose de très, très courant. Et tout ça a un risque juridique important. Dans la plupart des cas, lorsqu'il y a des harcèlements qui sont avérés, qui sont prouvés dans les entreprises, au minimum, au prud'homme, ça va 10 000 à 15 000 euros. Au maximum, ça va jusqu'à 300 000 à 400 000 euros. Un des cas, il y a quelques années, une grande banque, je ne citerai pas, est allé jusqu'à 300 000 euros pour un responsable informatique qui était harcelé, qui a pu le prouver. Et donc, la banque a dû verser quand même 300 000 euros. Donc, ce sont des cas qu'on aurait pu prévenir, ou qu'on aurait pu anticiper avec le système. Est-ce que ça peut aller jusqu'à du pénal pour un dirigeant? Alors, ça peut aller jusqu'à du pénal. C'est très rare. Parce qu'en général, avec les prud'hommes, les indemnités sont suffisantes, mais ça peut aller jusqu'à du pénal, notamment lorsqu'un dirigeant lui-même harcèle ses collaborateurs, et notamment sur la partie harcèlement sexuel. Donc, ça peut aller jusqu'au pénal. Après, c'est une question d'avocat, ça dépend. Chaque cas est un cas particulier. D'accord, mais ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Alors, il y a plusieurs arrêts qui ont... Oui. Non, je crois que justement, tu as plusieurs arrêts, on était là-dessus. Voilà, donc il y a un arrêt de 2015 qui est très important parce qu'en fait, jusqu'à présent, l'entreprise, et d'ailleurs la loi n'a pas encore été abrogée dans ce sens-là, l'entreprise a une obligation de résultat concernant la santé au travail, que la santé soit physique ou psychologique. Donc, cette obligation reste, mais elle a été réellement remise en cause, notamment par la Cour de cassation, qui supprime l'obligation de résultat de l'employeur dans le cadre de la prévention des risques professionnels. C'est-à-dire que si la prévention, nos clients d'ailleurs nous le disent, à la fois les inspections du travail sont très très étonnés de voir notre système fonctionner, et en même temps ça leur permet d'être à l'abri d'un certain nombre de problèmes juridiques. Pourquoi? Parce que lorsque l'entreprise met en place un système sérieux et, comment dirais-je, est utilisé donc, par les collaborateurs en matière de prévention de risques psychosociaux, eh bien, le juge en tient compte dans ses arrêtés, dans ses jugements. Il y a aussi un autre arrêt qui est très important, qui était pour une grande entreprise de distribution, une très grande entreprise, qui date de décembre 2013, et c'est un arrêt qui a marqué un tournant un peu dans l'histoire. À l'époque, existait le CHSCT, qui existe toujours, mais qui est maintenant dans le CE. À l'époque, il était un petit peu à part. Voilà, le CHSCT, donc le Comité Hygiène Sécurité du Travail. Et le CHSCT avait porté plainte contre l'entreprise pour une réorganisation qui allait naturellement générer une diminution du nombre de personnes, mais pas une diminution, une rationalisation de la charge de travail ou de nouveaux outils pour pouvoir réaliser le travail. Et il a eu gain de cause, donc le 13 décembre 2013. Alors peut-être quelques chiffres rapides, parce que je pense aller maintenant à la solution que l'on veut présenter aujourd'hui, mais quelques chiffres qui éclairent ça. Alors, en France, d'après c'est des chiffres qui sont connus, 45% des actifs, donc des personnes qui travaillent, déclarent devoir toujours souvent se dépêcher. Donc le niveau de stress. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nos stress, nos productivités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de productivité sans un minimum de stress, de pression, naturellement. Les 25% déclarent devoir cacher leurs émotions, faire semblant de bonne humeur. C'est-à-dire qu'il y a dans l'entreprise quelques règles sociales induites, naturellement, qui ne sont pas explicites, mais bon, c'est bien plutôt de faire bonne figure, d'être de bonne humeur, etc. 25% disent devoir faire appel à d'autres en cas d'incident. Donc, il y a des accidents. D'ailleurs, 30% des salariés déclarent avoir subi au moins un comportement hostile dans leur travail au cours des 12 derniers mois. Ces comportements, parce qu'ils sont répétitifs, constituent des RTS. 10% disent devoir faire des choses dans leur travail qu'ils désapprouvent, ce qui augmente le niveau de stress, même s'il y a une obligation de faire ce travail-là. Et un quart craignent de perdre leur emploi. Un quart, énorme. C'est énorme. Et donc, tout cela va générer un certain nombre de comportements. Et il faut savoir que dans la plupart des cas, dans les systèmes classiques de détection des cas, par les managers, par la formation, par, comment dirais-je, le fait de pouvoir appeler quelqu'un ou un référent, marche très peu. Sur une entreprise de 1000 personnes, quand vous aurez 1 ou 2 cas dans l'année, ce sera le maximum. Alors qu'il y a plus de 200 cas dans une entreprise de 1000 personnes
vous avez entre 100 et 200 cas de gens qui pensent être victimes de harcèlement ou de risques psychosociaux et qui pensent l'être sans rien dire. C'est-à-dire que c'est un peu comme une cocotte minute, il y a une pression qui augmente. Je vais dire qu'en fait, ces chiffres sont à la fois assez révélateurs, mais ils révèlent surtout finalement de la difficulté à détecter ces situations par rapport disons, une certaine discrétion des personnes qui subissent des situations difficiles en entreprise. Alors, comment faire justement? Alors, c'est vrai que quelqu'un qui est harcelé, en général, et qui, comment dirais-je, est harcelable, entre guillemets, hein, ne voyez pas comment dirais-je, de mauvaises idées dans mes propos, mais qui est harcelable, c'est quelqu'un qui se victimise, qui se culpabilise, et qui se comporte en tant que victime, pensant que quelque part elle le mérite. D'ailleurs, ses parents lui disaient bien qu'il était nul ou qu'elle était nulle. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui font que la personne finit par accepter. Et donc, cet état-là, qui va la déprimer, qui va diminuer son efficacité au travail, mais la personne ne va pas spécialement le signaler, surtout pas au CHSCT ou à la DRH, parce que dans le DRH, il y a une direction, il y a une suspicion. CHSCT, ce sont des collègues de travail qui, même s'ils sont bien formés, s'ils sont adorables, s'ils sont bienveillants, sont quand même des collègues de travail. Donc, quelque part, il n'est pas facile. Il y a une gêne qui s'instaure. D'autant plus que ce n'est pas que les collaborateurs, il y a aussi des managers qui sont victimes de harcèlement, qui vont avoir du mal à en parler avec le CHSCT, dans lequel il peut y avoir, par exemple, leur secrétaire. Enfin, c'est quelque chose de difficile. Nous, de l'extérieur, avec notre formation, bien sûr, et nos outils, on est beaucoup mieux armés. Alors, justement, qu'est-ce que tu préconises comme solution pour arriver à détecter ce qui est caché dans la partie immergée de l'iceberg? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, mon graphique montre juste dans la prévention des RTS de quoi dépendent ces risques. C'est multifactoriel, bien sûr. Là, c'est une réduction de ces facteurs. La pression donc, subie et la façon de savoir la gérer ou pas, gérer son stress et le manque d'assertivité, les maladresses managériales qui sont très nombreuses, malgré les formations, beaucoup de maladresses. C'est pour ça que derrière nos outils, il y a des process. C'est-à-dire quand on a un niveau de risque un peu élevé dans une business unit sur un domaine particulier, à ce moment-là, on donne des consignes. L'entreprise donne des consignes au manager, qui sont des consignes que l'on a customisées avec elle et qui lui permet de dire voilà au manager ce qu'il faut faire demain matin concrètement pour diminuer les risques dans votre business unit. Voilà, donc on va avancer sur la solution. La solution est très simple. D'un côté, on a un test de dépistage. Donc, on implante un bouton sur l'intranet de l'entreprise qui communique directement sur nos serveurs, qui va sur nos serveurs. Nos serveurs sont hyper protégés avec le RGPD, etc. On vous montrera ça après. Donc, la personne va demander un code de connexion, on va lui donner. Donc, elle y va de manière volontaire. Elle y va de manière volontaire. Est-ce que c'est en dehors d'entreprise? Et anonyme. Anonyme par rapport à. C'est en dehors d'entreprise. On lui demande sur notre serveur de nous communiquer son numéro de téléphone, parce qu'on va lui donner par SMS son code, et son email personnel. Les emails de l'entreprise sont refusés, parce que naturellement, l'administrateur du système pourrait avoir accès. Combien de temps pour remplir ce questionnaire? À peu près 25 minutes, 25 heures. Donc, assez approfondi. Voilà. Donc les questions vont du plus général au plus particulier, donc elles peuvent être très indiscrètes, naturellement. Et lorsque les questions, en fonction des réponses, nous avons des algorithmes qui vont permettre de procéder à un certain nombre d'analyses. Pour répondre à la question de tout à l'heure, les outils que nous utilisons, donc ce test, c'est nous qui l'avons naturellement monté à partir d'un certain nombre d'échelles scientifiques que nous utilisons en psychologie comportementale. Moi, je suis membre de la FTCC depuis plus de 25 ans, donc on a monté il y a eu tout un ensemble d'échelles qui ont été mesurées scientifiquement, que ce soit sur les échelles sur l'affirmation de soi, sur la dépression, sur donc toute la partie dépressive, sur le stress, etc. Donc nous avons récupéré ces échelles, nous avons reformulé un certain nombre d'items pour que ça soit plus proche de l'entreprise. Ensuite, ils sont customisés. Le wording est customisé en fonction des entreprises, parce que le wording n'est pas le même. Et une fois que la personne a répondu, elle a un diagnostic. C'est une évaluation. On n'appelle pas ça un diagnostic pour pas qu'il y ait de confusion sur le plan médical. Mais elle a son évaluation. Et l'évaluation, dans 80% des cas, est rassurante pour la personne. Parce qu'elle voit que malgré tout, ce qu'elle vit ou ce qu'elle pense vivre, que, bon, avant de qualifier un cas de harcèlement, avant de dire je suis vraiment dépressif, il faut quand même
plusieurs symptômes concomitants. Et il faut que l'algorithme montre qu'il y ait plusieurs relations entre les déclaratifs. Puisqu'il y a les déclaratifs, il y a 160 questions parce qu'il y a beaucoup de recoupements, beaucoup de vérifications, de tests de cohérence, etc. Donc, derrière tout ça, il y a une analyse qui est faite. Et lorsqu'il y a des indicateurs qui apparaissent et qui sont au rouge, la personne est appelée par un psychologue, même si elle ne le souhaite pas. Même si elle ne le souhaite pas, parce que dans le cas où il y a un danger, nous semble-t-il, il y a un danger, nous l'appelons. Parce qu'à la fin, on lui demande si elle souhaite être appelée. Quelquefois, on a des gens qui ne présentent pas de risque particulier, mais qui veulent quand même être appelés pour être assurés. On le rappelle naturellement. C'est compris dans notre prestation. Et il y a toutes celles que l'on appelle parce qu'elles sont dans un pré-burnout. Elles ne veulent pas être appelées, elles culpabilisent, elles pensent qu'elles vont y arriver. Nous, on les appelle. Donc, on prend l'initiative d'appeler. On prend l'initiative et on désamorce, on oriente et on suit ensuite l'orientation. Quelqu'un qui est dans un cas de pré-burnout, on va l'orienter d'une part vers le médecin du travail ou vers son médecin personnel, et on va vérifier auprès du médecin personnel, on va l'appeler ensuite en tant que psychologue, tenu au secret médical comme le médecin, pour savoir si la personne a bien été reçue et est prise en charge. Sur 1000 salariés, combien d'appels? Alors, la première combien d'appels déclenchés par la cellule psychologique, on est d'accord. Hein. Oui. Alors, sur 1000 salariés, on a quarantaine, cinquantaine d'appels qui sont multipliés par 2 ou par 3 parce qu'après, il y a le suivi. Ah, quand même. 40 à 50 appels sur 1000 salariés qui se connectent. Oui, parce que, encore une fois, surtout la première année, parce que la première année, les gens veulent tester le système, ils ont besoin d'un conseil, une grosse SS2I, par exemple, plus de 3000 personnes. On a au début des gens qui nous appellent en disant oui, je suis sur une mission en régie qui n'est pas dans ma compétence de base, donc je me sens pas bien, etc. Bon, ok, c'était pas. Donc, un test, une évaluation pour la personne qui a passé le test, un tableau de bord récapitulatif pour le DRH. Voilà. Et 6 risques, appels directs de la cellule psychologique envers le collaborateur. Voilà, c'est entièrement confidentiel. C'est la solution. C'est-à-dire personne ne peut avoir, d'abord, deux bases de données différentes, on va voir après, mais personne ne peut avoir accès aux tests qui ont été passés par les collaborateurs. Les gros avantages d'une solution de cette nature. Alors, les avantages sont multiples. La première, c'est la prévention, c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'un cas soit avéré, soit déclaré pour pouvoir agir et malheureusement faire face sur le plan juridique, etc. Tout ça, il y a une prévention. Deuxième cas sur le plan juridique, c'est que la juridiction européenne est favorable vis-à-vis des entreprises qui disposent d'un véritable outil réel, sérieux, et le nôtre est le seul aujourd'hui qui est en contact direct avec les salariés. Les employés, donc, naturellement, sont appelés par un psychologue, pas simplement un collaborateur formé au CHSCT, même s'il est bien formé, même s'il a fait quelques études de psy dans sa vie, etc., c'est une chose, mais il est dans l'entreprise, donc ça pose problème souvent dans ce domaine-là. Et il y a un suivi. Voilà. Donc, moi, je voudrais mettre juste un peu plus sur l'aspect temps réel dont on parlait au départ. Pourquoi? Alors, le temps réel, c'est qu'en fait, naturellement, comme les gens vont se loguer sur notre place de dépistage et ensuite être appelés, le DRH peut suivre en temps réel le nombre de cas par business unit, le niveau de cas, le type de cas. Dès que je me connecte, je peux avoir le tableau de bord qui change directement en temps réel. C'est bien ça. Okay. Ça favorise le dialogue avec les IRP, c'est-à-dire que beaucoup de nos DRH font des copier-coller des graphiques, puisque ils peuvent le télécharger en PDF, etc. Et ça permet de discuter avec les IRP. Et naturellement, ça fait partie, ça s'intègre aujourd'hui dans la QVT, la qualité de vie au travail, qui prend en compte aujourd'hui les RPS. Alors, on voit une question qui s'affiche, on va y répondre. Alors là, évidemment, on va prendre quelques minutes de retard. J'espère que nos auditeurs sont d'accord pour nous accorder quelques minutes de plus, parce qu'il est déjà 11h59. Alors justement, ce tableau de bord, est-ce qu'on peut peut-être mettre un éclairage particulier? Alors, sur le tableau de bord, vous avez tout un ensemble d'indications, le nombre de cas qui ont contacté ça. La confidentialité, c'est que personne ne peut savoir qui a dit quoi, qui s'est connecté, de qui il s'agit, dans aucun cas. Quand on définit une business unit, c'est des business units de plus de 15 personnes, de plus de 20 personnes, enfin, en tous les cas dans lesquels on ne peut pas savoir. Et en plus, l'information n'est pas, on ne dit pas quel est le genre, si c'est une femme ou un homme, parce que dans une business unit, il n'y a qu'une femme, effectivement, et qu'il s'agit d'une femme.
on pourrait la reconnaître. Donc tout ça est confidentiel. Alors après, il y a le RGPD. Alors, le RGPD, il est... Alors, justement, là, on voit le tableau de bord, on voit effectivement, on ne voit pas là, on voit juste une illustration, hein, puisqu'il est plus détaillé que ça. On voit sur la gauche que l'on peut aller cliquer sur chacune des divisions et des business units d'entreprise pour donner le détail. Effectivement, peut-être juste on peut regarder un éclairage du questionnaire. En même temps, sur le tableau de bord, vous avez une indication, le niveau de risque, mais vous savez aussi, comment dirais-je, le nombre de cas mineurs, le nombre de cas majeurs, le nombre de cas, comment dirais-je, borderline. Tous les cas borderline, tous les cas majeurs sont appelés directement. Quoi qu'il soit. Le questionnaire, lui, comprend 160 questions avec tout un ensemble d'échelles qui sont normées, qui sont utilisées en TCC, en mesure d'IRPS, etc. Donc vous les connaissez, voilà. L'échelle de Karasek, de Théorel, les Joint Content Questionnaire, BPSCale. Alors BPSCale, c'est nos échelles à nous. Donc vous voyez sur Amplitude et BPS, nous sommes partenaires sur ce questionnaire-là. Absolument. Alors c'est là où justement le niveau de question peut aller à des questions quand même très sensibles, hein, et des réponses qui ne sont pas. Voilà. C'est là où on va parler effectivement de sécurité. Alors, comment on sécurise tout ça? Alors, très important. D'ailleurs, quand on fait une mise en place, avant de faire une mise en place, on veut aussi avoir l'accord des IRP et on demande dans la réunion avec les IRP qui est responsable de la sécurité informatique de l'entreprise pour qu'il puisse valider nos systèmes. Notre système repose sur la séparation des données. D'une part, la personne va demander un code pour répondre au questionnaire. Ce code va lui être fourni à partir d'un serveur qui est hébergé, c'est online, et ce serveur-là va délivrer le code par SMS et non pas par email. En même temps, une fois que le code est reçu par SMS, la personne va se loguer automatiquement sur le questionnaire de dépistage qui est sur un autre serveur entièrement sécurisé chez OVH. On a une définition de la sécurité qui fait plus de 10 pages. Hein, peut-être sans rentrer dans ce niveau de détail, j'imagine que l'homme ou la femme sécurité de l'entreprise doit valider le système avant. Complètement. Tout à fait. Donc, c'est un système qu'on a mis en place et qu'on a conçu, qui va au-delà d'ailleurs de ce que le RGPD demande, mais qui va donc au-delà et qu'on avait validé, nous, avec une grosse SS2I et donc un comité de pilotage. Il y avait 3 responsables de sécurité informatique. Donc, sans, on va dire, le tampon de l'homme ou la femme sécurité de l'entreprise, bien sûr. On ne fait pas. Bien sûr, on fait pas. Il faut que ce soit absolument clair pour tout le monde que ces données restent. La sécurité et les IRP, il faut que les IRP ils trouvent un intérêt. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas le faire en étant contre les IRP parce qu'il y aurait tout un ensemble de suspicions qui nuiraient à l'utilisation de l'outil. Alors, on n'a pas parlé, donc cet outil est utilisé dans plusieurs entreprises. On aura l'occasion peut-être, avec nos auditeurs, de parler de certains cas que l'on a déjà réalisés. On n'a pas parlé encore de tarification, sans peut-être donner de prix. Quel est le principe de la tarification de l'outil? La tarification est simple, très très simple. Elle repose sur un abonnement annuel. Quel que soit le nombre de cas que nous ayons, en fait, nous on a une certaine habitude depuis 7 ans, donc on sait le nombre de cas que nous avons en fonction de la tranche de salariés. Donc, par tranche de salariés. Donc, un abonnement par tranche de salariés. Voilà, à partir de 200 salariés jusqu'à 50, 80 000 salariés. Donc, là, on est par tranche. Et plus évidemment, plus il y a de salariés, plus il y a des appels potentiels. Donc, naturellement, plus le suivi est complexe. Ça peut fonctionner en plusieurs langues, puisqu'on a aujourd'hui un client qui fonctionne sur 19 pays avec notre système, bien que ce ne soit pas obligatoire et que la législation soit différente d'un pays à l'autre. L'entreprise a quand même voulu mettre en place ce système sur l'ensemble de l'Europe. Alors, on arrive au terme, Daniel, de cette conférence. Quelle conclusion souhaitez-vous donner? Alors, en fait, la prévention des risques psychosociaux est aujourd'hui plus que jamais une priorité dans les entreprises. Et les formations, naturellement, sont nécessaires, mais insuffisantes. Parce que les managers sont submergés de tâches quotidiennes, de requêtes, de problèmes à régler. Et même si les formations sont de qualité, ils n'ont pas toujours à l'esprit ni le temps nécessaire d'ailleurs pour savoir détecter en plus dans leur environnement le nombre de personnes qui pourraient être des cas à risque. Et le fait d'être en relation directement avec les collaborateurs évite tous les biais qui sont inhérents au CHSCT, au DRH, etc., c'est-à-dire aux organisations qui sont dans l'entreprise et qui ont moins de crédibilité souvent auprès des salariés.
peut-être je vois une question d'Émilie. En quoi votre outil peut-il servir à la prévention primaire en plus de la prévention tertiaire? Alors, la prévention, l'ensemble de l'outil, en fait, est conçu pour détecter les cas, tous les cas, en fait, bien en amont du cas avéré, du problème avéré, de la dépression majeure, etc., etc. Donc, ça, il faut qu'on vous fasse une présentation plus détaillée, parce que là... Oui, malheureusement, on arrive au terme de la conférence. On est désolé d'ailleurs. Mais on est à votre disposition pour vous rencontrer et tous les cas et tous les cas complètement. Bon, bah écoutez, en tout cas, on arrive très clairement à cette webconférence. Peut-être juste pour vous dire que, bon, bah, bien sûr, Amplitude et BPS peuvent nous accompagner sur l'ensemble des sujets de la QVT. On va y revenir. Et d'ailleurs, la prochaine webconférence qui aura lieu le 18 avril est sur un thème connexe. On va dire que c'est le côté positif, hein, qui est comment booster la qualité de vie au travail et l'efficacité en changeant le rapport au mental, les antisèches du bonheur. Donc, on va voir l'autre côté de la facette, hein, de ce sujet-là. Merci en tout cas à tous nos auditrices et auditeurs d'avoir écouté. Désolé pour les quelques minutes de retard que nous avons eu. Exemple de tarif d'abonnement. Ça varie, en gros, c'est quelques euros en fonction de la taille d'entreprise. Voilà. C'est quelques euros par salarié. Le principe, un tarif de mise en place parce qu'on personnalise le questionnaire à votre organisation et ensuite, suivant un trajet de salarié, écoutez, on aura certainement, on l'espère en tout cas, l'occasion d'en parler plus en détail ensemble. Je vois encore que ça écrit. Oui, il y a une question qui va apparaître. Une question va apparaître. Après, bon, merci voilà. Pour ce webinaire. Bon, ben, écoutez, on accepte tous les merci, même si nous sommes un peu en retard. Désolé encore une fois. Merci vraiment de votre écoute. À votre entière disposition, Daniel et moi, pour aller plus loin sur ce sujet-là avec vous. Merci encore. Merci Soraya, merci Émilie, merci Claude. Merci à vous tous et excellente journée en espérant nous voir bientôt. À très bientôt. Au revoir.